Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier webinaire dans le cadre de la concertation sur la modification 4 du PLUH. Avant de commencer, peut-être comme c'est une réunion en ligne, quelques petites règles pour un bon fonctionnement. Vous aurez remarqué que vos micros ont été coupés, c'est pour éviter les bruits parasites. Voilà, ne vous inquiétez pas, on pourra les rallumer quand vous souhaiterez prendre la parole. On vous conseille de laisser vos caméras ouvertes parce que voilà, c'est plus sympa pour tout le monde quand même de se voir les uns les autres. Néanmoins, si vous avez des problèmes de réseau, Internet, etc., vous savez bien que c'est la première chose à faire, couper la caméra pour garder le son. Je vous conseille également de repérer où se trouve la partie chat en bon français ou messagerie dans l'interface. Il y a un petit bouton en bas à droite, si vous ne l'avez pas repéré, sous la forme d'une bulle. Ça va vous permettre de poser vos questions, d'interagir, de réagir aux différentes présentations qui vous seront faites. C'est là que vous pourrez indiquer que vous souhaitez prendre la parole pour parler de tel ou tel sujet. Et on a une équipe de modérateurs qui, dans la pièce juste à côté de nous, lisent tout ce que vous écrivez et vont chercher à rassembler les questions pour que, dans ce format en visio, on soit assez efficace pour relayer les différents sujets qui sont ressortis et remontés de votre part. Si des questions n'étaient pas traitées ce soir, parce qu'il est possible que dans la durée de la réunion qui nous est donnée, on ne puisse pas tout utiliser, ça va vous être expliqué, mais n'hésitez pas à aller sur la plateforme participative jeparticipe.grandlyon.com pour reposer vos questions dans la partie dédiée à cette concertation, de manière à ce qu'elle soit bien prise en compte et bien entendue. Voilà, et puis dernier point, c'est un temps collectif et que l'on espère comme tel. Donc bien sûr, on privilégiera les questions qui intéressent tout le monde, qui portent sur le devenir de la métropole, les projets dans les quartiers, etc. Et pas forcément sur des questions qui seraient très personnelles, individuelles, à l'échelle d'une seule parcelle. D'ici 20h30, du coup, on vous propose une réunion en trois temps, une petite introduction avec Béatrice Vessillier, vice-présidente à l'urbanisme et au cadre de vie, qui se situe à côté de moi. Vous la verrez bientôt à l'image. Voilà, pour un peu nous expliquer ce qu'est un PLUH, qu'est-ce qu'une modification de PLUH et voilà. Le cadre, finalement, les grands attendus de cette modification-là. Et puis, 2 temps d'échange après au regard des sujets qui sont traités ce soir. Un premier avec Renaud Père, vice-président à l'habitat, sur la politique de l'habitat et notamment la question de la production de logements abordables et donc la modification du PLUH qui doit permettre d'accentuer certains leviers déjà existants. Et puis, un autre temps plus sur le développement économique et la question des implantations économiques avec Emeline Baum, qui est à distance également. Bonsoir Emeline, je crois que vous nous entendez. Ça fonctionne bien et on vous voit. Et puis, pardon, j'ai oublié Laurence Boffet, mais on y reviendra pour vice-présidente à la participation citoyenne pour revenir sur le cadre, effectivement, de cette concertation. Sans être plus long, Béatrice Vessillier, je vous passe peut-être la parole et peut-être en commençant par le début, c'est-à-dire nous expliquer finalement qu'est-ce qu'un PLUH. Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, même l'acronyme peut-être n'est peut-être pas connu. Bonsoir à toutes et tous et merci d'être présents en ligne pour ce premier webinaire de la nouvelle modification du plan local d'urbanisme et de l'habitat. Alors ce document, PLUH, il vise à définir les principes du développement urbain à l'échelle du territoire métropolitain, c'est-à-dire où on construit, ce qu'on construit, quelle hauteur, dans quelles conditions, etc. Et surtout, ça permet, ce document d'urbanisme très important, ça permet ensuite aux communes, aux maires en l'occurrence, de délivrer les autorisations d'urbanisme, les permis de construire. Alors, pourquoi une nouvelle modification ? Vous vous souvenez sans doute qu'on a fait une modification numéro 3 il y a peu de temps. On l'a approuvée en novembre 2022. Je vais en dire 2 mots, mais pour autant, on se dit qu'il y a besoin de nouveau mettre l'ouvrage sur le métier pour encore améliorer notre document, mieux prendre en compte les évolutions nécessaires, approfondir un certain nombre de thématiques. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans la modification numéro 3 ? C'est important de le rappeler puisqu'on va poursuivre dans le même sens et donc pour bien se remémorer ce qu'on a modifié à l'automne 2022.
Dans notre modification numéro 3, on voulait renforcer la dimension environnementale et sociale du plan local de l'urbanisme et de l'habitat. La dimension environnementale, ça s'est traduit notamment par une augmentation des protections des zones agricoles ou naturelles. C'est la première ligne. 84 hectares de zones qui étaient destinées à l'urbanisation future, on a sanctuarisé en espace agricole ou naturel. On a ajouté des nouvelles protections d'espaces végétalisés, des arbres ou des boisements remarquables. On a augmenté la végétation exigée dans les nouvelles constructions, c'est ce qu'on appelle le coefficient de pleine terre, donc pour faire qu'on ait plus de végétation dans les constructions neuves ou les réhabilitations. C'est important pour rafraîchir, végétaliser, ombrager la ville. On a renforcé la prise en compte des modes actifs avec la création d'emplacements réservés destinés à des cheminements piétons ou à des aménagements cyclables. Et on a réduit les normes de stationnement pour les véhicules dans les immeubles de logement dans les secteurs bien desservis par les transports en commun. Et on a augmenté les normes de stationnement pour les vélos. Ça, c'est grosse maille, les enjeux environnementaux renforcés. On a actualisé la politique de l'habitat, c'est le volet solidarité de notre modification numéro 3, en actualisant les objectifs de production de logements sociaux, 6 000 logements sociaux, dont 1 000 logements en bail réel solidaire et 5 000 logements locatifs. On a actualisé ces objectifs au regard des objectifs de l'État. Pour les communes qui n'ont pas 25% de logements sociaux, vous savez que l'État fixe des objectifs pour essayer d'atteindre ces 25%. On a créé des secteurs de mixité sociale dans des communes qui n'en avaient pas, où on a fait évoluer ces secteurs de mixité sociale. Ces secteurs de mixité sociale, ce sont des secteurs où on définit un taux minimal de logement social à partir d'une opération de telle surface de construction pour justement imposer la création de logements locatifs sociaux. On a créé des secteurs de taille minimale de logement pour éviter la division de grands logements en petits logements, donc dans 5 communes. Et on a fait évoluer des emplacements réservés dédiés au logement social. Ensuite, autre objectif de la modif 3, c'est le défi économique, où on a actualisé des secteurs de mixité fonctionnelle. Ces secteurs de mixité fonctionnelle, ils servent à renforcer ou développer l'activité économique dans les tissus urbains, dans certaines conditions définies justement dans ces secteurs. On a actualisé des linéaires artisanaux ou commerciaux, toujours dans l'objectif de maintenir l'activité économique et commerciale dans la ville. Et on a instauré la possibilité de développer des fermes dans les zones urbaines, parce que le maraîchage urbain nécessite des petits bâtiments dans des zones urbaines, et jusqu'à présent, les fermes, c'était que dans les zones agricoles. Donc, au total, ce sont 1128 points d'évolution qui ont été pris en compte dans cette modification numéro 3, avec, vous voyez, 3/4 de points qui concernent l'environnement, à peu près 20% qui concernent le logement, la solidarité, et le reste, l'économie. Donc ça, c'était la modification numéro 3. Alors, on fait une modification numéro 4 dont la concertation démarre aujourd'hui pour continuer sur les dimensions environnementales et sociales du PLUH qu'on présente de la manière suivante. Sur les enjeux environnementaux, on veut contribuer que notre plan local d'urbanisme contribue à la décarbonation de l'aménagement, c'est-à-dire que dans ce qu'on va construire ou réhabiliter, on puisse développer les énergies renouvelables, favoriser la rénovation du bâti plutôt que la démolition, continuer à protéger la nature en ville, les boisements, les arbres remarquables, favoriser les mobilités actives, tout ça dans un objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la métropole. Deuxième grand objectif, la poursuite de la politique de l'habitat, toujours sur cette question de logement social, logement abordable. Et là, on va mettre un focus sur l'intensification dans les secteurs desservis par les lignes de transport en commun, et notamment les futures lignes de tramway ou de bus à haut niveau de service du Citral. Quatrième objectif, accompagner les projets territoriaux sur les questions économiques, mais pas seulement, et sur les questions économiques, notamment en faveur des activités productives. On est toujours sur cet objectif de maintenir l'activité dans l'environnement urbain, mais aussi favoriser l'accueil de logements, de services, d'équipements publics, en ayant toujours la préoccupation de protection du patrimoine bâti, comme on l'avait eu aussi dans la modification 3. Et quatrième objectif et dernier,
Toujours limiter l'artificialisation des sols et l'impact sur les ressources. Donc, on va continuer notre objectif de préserver des terres agricoles, de préserver la ressource en eau et le patrimoine végétal. On va détailler tout ça au cours des 3 webinaires de concertation. Et vous trouvez le détail dans le dossier de concertation qui est en ligne. Tout à fait, merci. Peut-être justement pour nous dire un peu plus comment va se dérouler cette concertation, Laurence Beaufet. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, cette concertation, on a choisi un petit peu un mode un petit peu différent de d'habitude. À la Modif 3, c'était également des grandes visios. Nous étions en Covid et on s'était rendu compte à cette occasion que pour ce sujet-là plus particulièrement, c'était intéressant de faire se rencontrer des métropolitaines et métropolitains de l'ensemble du territoire et débattre entre eux alors qu'ils ont éventuellement des modes de vie et des modes d'habitat différents. Donc on a souhaité conserver ça, mais on se situe plutôt sur des terrains de grands défis ou de grands enjeux dans ce document plutôt que sur les modifications, modification par modification. Donc ces 3 webinaires, voici le premier en tout cas, ils seront enregistrés et ils seront rediffusés en ligne, c'est-à-dire qu'on aura un mode replay sur ces grands webinaires. Par ailleurs, la concertation, elle est ouverte dès aujourd'hui 24 avril jusqu'au 4 juin et vous avez la possibilité, au-delà de ces grands enjeux dont on débat ce soir notamment, mais également jeudi prochain le 27 avril et le 3e et le 11 mai, voilà. On a également la possibilité sur la plateforme jeparticipe.grandlyon.com de répondre à un questionnaire en ligne, également assez technique sur les documents du PLU sur la Modif 4. Et si vous avez besoin de mettre vos contributions ou vos avis complémentaires plus fournis, vous avez la possibilité de le faire également en ligne. On se situe dans une concertation réglementaire officielle, hein. Donc on peut consulter le dossier de concertation. Évidemment, on peut tout faire en ligne sur la plateforme Je participe, mais on peut également le faire de façon papier à la métropole de Lyon. Vous pouvez déposer des avis papier ou envoyer également vos avis par courrier à la métropole de Lyon au service planification. Et les dossiers de concertation sont également disponibles dans les 59 communes de la métropole. Pour vous donner également un peu à quoi tout ça va servir et dans quelle perspective cela s'inscrit, qu'est-ce qu'il se passe après. Sur cette période de concertation, on va en tirer le bilan, comme d'habitude, on vous en fera un retour. Ce bilan sera joint au dossier d'enquête publique. Ce dossier d'enquête publique sera transmis aux personnes publiques et à l'autorité environnementale, donc au 2e semestre 2023, fin d'année 2023, c'est-à-dire les communes, l'État, par exemple, enfin les missions consulaires, enfin tout un tas de grands corps importants à consulter pour cette Modif 4. Le dossier, donc l'enquête publique proprement dite aura lieu au printemps 2024 et pour une délibération de la métropole et des conseillers métropolitains en décembre 2024. Voilà. Merci pour ces éléments de cadrage. Voilà, j'invite les participants à ne pas hésiter à aller sur le chat pour poser leurs questions, leurs réactions, y compris sur ces éléments de cadrage, des grandes ambitions, aussi des formats de concertation ouverts. Le chat est là pour ça, donc n'hésitez pas, c'est la petite bulle en bas à droite sur votre écran pour ouvrir le menu. Et puis après, tout ce que vous tapez, tout le monde le voit, les autres participants, mais aussi notre équipe de modérateurs qui relaiera vos questions. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est toujours un peu frustrant pour nous ce format. Il faut s'imaginer dans une salle un peu vide à l'hôtel de la métropole. Voilà, et savoir un peu qui est connecté. On voulait vous le demander un peu directement et on va ouvrir un sondage. Donc normalement un volet va s'ouvrir sur le côté pour répondre à cette question. Dans quelle partie de la métropole habitez-vous? Donc la réponse A, c'est les communes du nord-ouest de la métropole, le B, le nord-est, le C, le centre, à Lyon et Villeurbanne, réponse D, le sud-ouest et réponse E, le sud-est. Et puis si vous êtes en dehors de la métropole, puisqu'effectivement on peut avoir des personnes intéressées mais qui habitent à l'extérieur, c'est la réponse F. Donc voilà, on vous laisse quelques minutes pour répondre. Si le sondage ne s'est pas affiché, il vous faut aller sur les 3 petits points toujours en bas à droite, voilà, et ouvrir le menu sondage tout simplement.
On attend encore quelques minutes. Je vois qu'il y a encore des réponses qui arrivent. Et ça, l'idée, c'est voilà, d'avoir une petite idée de qui est derrière son écran. Alors, est-ce qu'on peut regarder peut-être la réponse ? Alors, hop, je vous avoue que c'est un peu loin, que j'ai du mal à lire. Est-ce qu'on peut le mettre un peu plus gros en régie ? Sinon, il me semble, si je me fie quand même aux barres bleues, on a beaucoup de gens de l'extérieur de la... Non, pas de réponse, pardon. Et sinon, c'est beaucoup d'habitants voilà, du centre ou du nord-ouest de la métropole. On est en tout une cinquantaine, une soixantaine, je crois maintenant, voilà, de personnes connectées. Une deuxième question un peu du même style pour voilà, vous connaître. Est-ce que vous participez à cette réunion en tant que propriétaire foncier avec du coup voilà, des enjeux personnels, entre guillemets, liés à vos biens ? Peut-être réponse B, un habitant, mais sans enjeu foncier voilà, particulier, intéressé par l'aménagement de la métropole au sens large. Peut-être pour certains des représentants d'une association ou d'un collectif avec des vocations en lien avec ces questions d'aménagement du territoire. Et puis peut-être des élus. Il est possible que nous en ayons connecté également. On vous laisse répondre. Hop, encore quelques minutes. Voilà, donc beaucoup d'habitants. Donc un peu trois groupes qui se distinguent finalement des élus du territoire, voilà, intéressés évidemment par le sujet puisque, comme l'a dit Béatrice Bessillier, le PLUH n'est pas sans conséquences pour les communes, et puis également des représentants associatifs et puis des habitants et assez peu finalement d'entre vous voilà, qui êtes là avec une problématique foncière particulière. Voilà, ben on a les résultats qui s'affichent me semble-t-il, donc voilà, vous le constatez en même temps que moi. Je vous propose peut-être de rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, comme je vous le disais en début, on a 3 webinaires. Celui d'aujourd'hui va zoomer finalement sur les enjeux de mixité sociale, donc c'est-à-dire comment on arrive finalement à avoir une diversité de population dans les territoires de la métropole, dans les quartiers, peut-être même à des échelles plus fines. Et puis, dans un deuxième temps, on interrogera de manière plus spécifique la mixité fonctionnelle. Et ce qu'on appelle mixité fonctionnelle, c'est la capacité finalement à permettre une diversité d'usages, d'activités, du résidentiel, mais aussi de l'activité commerciale, aussi de l'activité économique, etc., dans nos territoires, là aussi à différentes échelles. Sur le premier sujet, du coup, mixité sociale, très lié évidemment à la politique de l'habitat. Renaud Perche, je vous passe la parole peut-être pour quelques éléments pour lancer le débat et j'invite vraiment nos participants à ne pas hésiter à réagir directement sur le chat. Merci beaucoup. Effectivement, peut-être avant même d'ouvrir cette première slide, vous dire à quel point le logement, et à travers le PLUH, le logement est à la croisée des chemins. C'est à la fois un enjeu social, évidemment, c'est un enjeu économique et c'est un enjeu environnemental. Et notamment particulièrement présent dans cette modification numéro 4 du PLUH. Donc d'abord, c'est un enjeu social. Le logement est beaucoup trop cher dans notre métropole, c'est un fait. Il n'y a pas assez de logements dans notre métropole, c'est un fait également. On est aujourd'hui, pour prendre un nouveau repère, à 9,2 demandes de logement social pour une seule qui aboutit. Donc vous imaginez quand même la liste d'attente et finalement le désespoir qui accompagne cette attente beaucoup trop longue pour obtenir un logement social. C'est aussi un enjeu économique, il ne faut pas l'oublier. Et au moment où l'emploi revient dans notre métropole, comme il revient dans notre pays, on a une question qui est que, enfin, on est face à une réalité qui est celle notamment de bon nombre d'entreprises qui n'arrivent plus à recruter parce que les potentiels salariés n'arrivent pas à se loger.
Donc on a quand même cette réalité qui est majeure aujourd'hui dans notre métropole. Puis c'est un enjeu environnemental. C'est-à-dire que se pose la question de la métropole que nous appelons de nos voeux. Elle accueille cette métropole toujours des milliers d'habitants chaque année, mais néanmoins il faut se poser la question de là où il faut se loger, et notamment en consommant le moins possible finalement des modes de transport qui seraient polluants. Donc il va falloir réfléchir précisément à l'adéquation entre la densification et la question des lignes fortes de transport en commun. C'est aussi ça qui nous permettra de résoudre ce qui apparaît comme une contradiction entre la logique sociale et la logique environnementale. Vous allez voir qu'on propose des solutions, notamment dans cette modification numéro 4 du PLUH. Finalement, il y a deux enjeux majeurs dans cette modification numéro 4. La première, c'est de produire une offre d'habitat social abordable et donc d'augmenter le nombre de ces logements pour la raison que je viens d'évoquer, c'est-à-dire notamment le fait qu'il y a trop peu de logements sociaux par rapport au nombre de demandes. Et puis le deuxième point qui sera important, le deuxième enjeu, c'est la question de là où il faut densifier. Donc d'abord, favoriser la production d'une offre d'habitat et agir sur la qualité du logement. Donc c'est effectivement la diapo que vous pouvez voir. Il faut donc trouver des manières d'intensifier, de diversifier la production de logements sociaux. Dire qu'on a des moyens, via notre plan local d'urbanisme et de l'habitat, de répondre à cela. Précisément, on voit bien que pour le logement social, 55% de la production de ce logement social est liée à l'action de la métropole via son PLUH. D'abord, mais Béatrice Vessillier l'a très bien présenté, via notamment les secteurs de mixité sociale qui nous permettent finalement de produire et qui participent à une production d'environ 25% de l'offre de logements sociaux. Bon. Néanmoins, ces secteurs de mixité sociale qui fixent pour toute nouvelle construction finalement une part de logement social, vous voyez bien que cette dimension de secteur de mixité sociale est très dépendante finalement du marché immobilier lui-même, et donc c'est un point qu'il faut relever. Deuxième levier, les opérations d'aménagement, et notamment ce qu'on appelle les ZAC, qui contribuent à hauteur de 20% de la production de logements sociaux. Et puis, bien sûr, l'action foncière de la métropole, celle qui nous permet de préempter et qui participe à 10% de la production de logements locatifs sociaux. Qu'est-ce qu'on a fait dans la modif 3 et qu'est-ce qu'on envisage de faire dans la modif 4 ? Dans la modif 3, d'abord, on a actualisé nos objectifs. Mais Béatrice Vessillier l'a dit aussi en introduction. On a affirmé que nous voulions atteindre 5000 logements locatifs sociaux par an à horizon 2026 et 1000 logements en bail réel solidaire. Vous savez, c'est cette propriété où on dissocie la propriété du foncier de la propriété du bâti et qui permet, sous conditions de ressources, les mêmes conditions de ressources que le logement locatif social, d'accéder à une propriété, disons, 2 fois moins chère que le libre. Donc, nous avons un objectif extrêmement ambitieux. Précisément, pour faire cela, dans la modification numéro 3, nous avons augmenté le nombre de secteurs de mixité sociale. Les premiers résultats, dans une conjoncture extrêmement dégradée, sont finalement... il y a un début de rendez-vous entre ces résultats et nos objectifs. On voit qu'en 2022, on est une des rares métropoles dans ce pays à avoir vu sa programmation de logements locatifs sociaux augmenter de 10%, puisqu'on atteint quasiment 3500. On n'est pas encore, vous l'avez vu, hein, on n'est pas encore aux 5000 qu'on souhaite atteindre en 2026, mais on est dans une conjoncture extrêmement dégradée en matière de logement. Et puis nous venons de dépasser le nombre de logements BRS programmés, nous venons de dépasser les 1000 logements BRS validés sur la métropole. Donc des premiers résultats, mais on sait qu'on doit aller encore plus loin. Et donc précisément, le travail se poursuit avec les communes qui souhaitent faire évoluer leur secteur de mixité sociale dans cette modification numéro 4. On intègre des nouveaux objectifs de production de logements locatifs sociaux, notamment en lien avec la loi SRU. Je répondrai peut-être à vos questions sur ce point qui est un peu technique. Et puis,
il faut bien le dire, on a 2 communes qui ont désormais dépassé les 25% de logements locatifs sociaux et qui ne sont plus donc liés à la loi SRU. Ce sont Dessines et Marcy-l'Étoile. Deuxième élément dans cette volonté de poursuivre l'augmentation de logements et améliorer la qualité, précisément la qualité du logement. Donc c'est la diapo suivante. Qu'est-ce qu'il faut dire? D'abord que entre la modif 3 et la modif 4, nous avons lancé aussi une autre forme de concertation qui s'est appelée le livre blanc de l'habitat. On a interrogé 80 habitants avec des entretiens très approfondis. Qu'est-ce qui revient? C'est la question de la qualité du logement. Bon nombre d'habitants et d'habitantes de notre métropole se sentent enfermés dans leur logement, parlent de la taille, de logements trop petits, du faible accès aux espaces verts et d'autres éléments. Donc, on peut aussi, avec la modification du plan local d'urbanisme et de l'habitat, intervenir notamment sur la question d'appartements trop petits liés à des divisions d'appartements. Et c'est pour ça qu'on intervient sur le secteur de taille minimale de logement, ce qu'on appelle le STML, qui avait été introduit dans le 9, qui est actuellement déployé donc dans 3 communes, comme c'est expliqué sur la diapo. On a voulu l'expérimenter dans l'existant depuis la modification numéro 3, dans 5 communes, et ça permet précisément d'éviter la division de logements existants, comme on le voit pour produire beaucoup de studios ou de T1, et on voit qu'un certain nombre de communes sont concernées par cela. Eh bien, nous vous proposons de poursuivre ce travail sur la création de secteurs de taille minimale de logement. Nous sommes en discussion avec un certain nombre de communes, mais la discussion n'est pas terminée, et on pense que c'est dans ce sens qu'on doit aussi avancer pour essayer de préserver une taille minimale de logement. C'est un des éléments qu'on pourrait introduire dans cette modification numéro 4 du PLUH. Deuxième axe et troisième diapo pour ma présentation, la question précisément de renforcer l'offre de logement autour et le long des corridors de transport en commun. C'est extrêmement important, c'est ce que je viens de poser en introduction, c'est-à-dire cette question d'articuler finalement la nécessité d'une ville qui respire, d'une ville qui conserve des espaces naturels, des espaces verts, mais une ville qui sait aussi loger les habitants qui arrivent sur notre territoire. Et donc, il faut se demander, non pas faut-il construire ou pas construire, on a dépassé ce débat, mais où faut-il construire? Et notamment le long des lignes de transport en commun. Vous savez que pendant le mandat, sous ce mandat-là, nous réalisons 3 lignes fortes de tramway, enfin 3 lignes de tramway. C'est en tout cas le doublement de la ligne T6, c'est la T9 et la T10 qui concernent pour la première Vaux-en-Velin, une partie de Villeurbanne et Vaux-en-Velin, et puis pour la T10, part du 7e arrondissement, Saint-Fond et Vénissieux. Plus un bus à haut niveau de service qui va notamment desservir la route de Genasse. Donc on a des lignes fortes autour desquelles on va pouvoir densifier. Puis il faudra se projeter aussi, bien sûr, sur la suite, c'est-à-dire dans le mandat suivant, les lignes fortes qui seront déjà décidées. Donc on réfléchit ainsi sur la nécessité donc de densifier autour de ces lignes fortes et de ne pas faire du logement simplement libre, mais de bien préserver la mixité sociale en s'assurant qu'il y a du bail réel solidaire, comme je l'ai présenté précédemment, et bien sûr du logement locatif social. Voilà à peu près quand même l'esprit de cette modification numéro 4 en matière d'habitat, mais évidemment je pense que vous aurez beaucoup de questions sur des points plus singuliers ou plus ponctuels, et donc je vous répondrai évidemment. Tout à fait, c'était bien l'intérêt d'avoir une présentation assez ramassée pour garder du temps pour les échanges. Ce qu'on vous propose, c'est, comme Renaud Père l'a dit, il y a deux grands axes finalement qui se dégagent dans cette modification numéro 4. C'est de les traiter l'une après l'autre pour avoir un débat un peu construit, en commençant finalement à discuter sur les enjeux d'équilibrage et de développement de la mixité sociale dans l'habitat, et puis de venir dans un deuxième temps sur la question de renforcer l'offre de logement
logements autour des secteurs les mieux desservis, des corridors de transport collectif en développement. Peut-être avant de passer la parole à la régie et de voir un peu les premières questions qui ressortaient, encore 2 petites questions par sondage, voilà, pour voir si finalement notre exposé était suffisamment clair. La première question, parmi les leviers d'action de la métropole pour la production de logements sociaux, quel est celui dont la contribution est la plus importante? Est-ce que c'est les secteurs de mixité sociale, B, les opérations d'aménagement, ou c'est l'action foncière? Renaud Père nous a dit la réponse il y a quelques minutes, mais on va voir s'ils ont été compris. À côté, on me dit « je ne sais pas ». On demandera à Laurence Beaufet, du coup, son avis. On vous laisse le temps de répondre. Je ne sais pas si le sondage est ouvert. A priori, oui, ça fonctionne. Encore quelques minutes. Alors, nous, on ne voit pas les réponses, mais voilà, a priori, oui. Je parle sous le contrôle de la régie, bien sûr. Voilà, ça arrive. Hop, encore quelques instants, voilà, pour y répondre. Hop. Donc, effectivement, on peut peut-être clore le sondage là, et vous avez répondu à grande majorité des répondants les secteurs de mixité sociale, donc qui est effectivement la bonne réponse, mais avec la nuance que vous apportiez, je crois, Renaud Père, c'est-à-dire que ça reste tributaire de la dynamique, entre guillemets, immobilière sur le territoire, et donc c'est pas un levier complètement aux mains de la métropole. Ça vous fait réagir, Laurence? Oui, c'était pas la réponse D, donc. C'était donc pas la réponse D, effectivement, mais vous avez bien fait de venir. Une autre question sur le deuxième, finalement, grand levier présenté à travers cette modification 4. Que permet l'outil STML? On a fait esprit de laisser ce barbarisme, mais il a été employé. Grand A, de favoriser la production de grands logements, de limiter la division de grands en petits logements, ou les deux. On vous laisse le temps de réponse et Laurence Beaufet nous rappellera ce qu'est un STML. Hop, on vous laisse encore quelques instants pour répondre. Alors, les réponses sont plus partagées, notamment, si on clôt ici, peut-être le sondage entre les deux propositions, limiter la division de grands petits logements, ou les deux, et il s'agissait bien des deux, puisque ces secteurs de taille minimale de logement, donc STML, c'est ça, peuvent permettre à la fois de favoriser la production de grands logements quand on l'applique sur les biens en construction, finalement, et puis de limiter la division de grands petits logements quand on l'applique sur le parc existant. Et je crois que cette application est un peu selon les contextes locaux et la volonté aussi des communes de s'inscrire dans le dispositif. Voilà, bon, c'était pour être sûr, voilà, que ces grands leviers étaient bien compris. On peut peut-être maintenant passer à vos questions, le temps que la régie nous les apporte. Il y avait une question peut-être un peu générale avant d'arriver sur l'habitat, sur le lien entre SCOT et PLUH. Peut-être Béatrice Vessillier, ça peut être pas mal effectivement de rappeler cette mécanique. Oui, alors le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, est un document qui a été approuvé en 2010 à l'échelle un peu plus grande que le seul territoire métropolitain, puisque son territoire, c'est métropole de Lyon, plus communauté de communes de l'Est lyonnais, plus communauté de communes des Pays de Lauzon. Donc, c'est 74 communes, les 59 de la métropole et une vingtaine d'autres. Et ce schéma de cohérence, il définit la vision de l'aménagement, les zones où on construit, les zones où on protège, les projets de développement, les projets de mobilité à cette échelle-là. Alors, le PLUH doit être compatible avec le SCOT, c'est-à-dire que quand une zone est protégée au SCOT, elle doit être forcément protégée au PLUH, et que les zones de développement du PLUH doivent être aussi compatibles avec ce que prévoit le SCOT. Donc, évidemment, il y a un lien très fort, puisque le PLUH doit être compatible avec ce schéma de cohérence.
Donc, on s'inscrit bien dans ce SCOT approuvé en 2010, mais pour autant, on a lancé sa révision en 2021. Donc là, la révision est actuellement en cours et d'ailleurs, on aura des réunions, on a eu des réunions publiques sur la révision du SCOT et on aura un bilan de cette concertation prochainement. Donc, on est en train de effectivement réinterroger la vision à l'échelle du périmètre que je disais, avec une contrainte et une opportunité très importante que nous fixe la loi climat et résilience, qui est l'enjeu de la sobriété foncière et du zéro artificialisation nette, que nous impose maintenant la loi, mais qu'on avait déjà anticipé quand je disais tout à l'heure qu'on a préservé pour l'agriculture des zones qui étaient vouées au développement urbain. C'est bien dans cet objectif de sobriété foncière et de préserver les zones agricoles. Donc là, la loi nous impose que notre futur SCOT doit vraiment être très vertueux et doit réduire de moitié la consommation d'espace dans les 10 ans qui viennent par rapport à la consommation des 10 années passées. Et donc forcément, les décisions qu'on prendra dans le SCOT, après, il faudra les traduire aussi dans notre PLUH. Voilà, je ne vais peut-être pas être trop longue, mais en 2 mots ou un peu plus, excusez-moi, le lien entre les 2 documents d'urbanisme, tous les 2 ayant leur utilité, leur intérêt et leur importance et leur rôle. Effectivement, c'est intéressant. Voilà, tout le monde et ses éléments de compréhension. Je me tourne du coup vers Lisa Gauthier de la métropole de Lyon, voilà, pour nous dire un peu ce qui est remonté dans le chat. Alors, dans le chat, on a, je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Dans le chat, on a notamment une question sur l'impact que peut avoir le prix des matériaux sur le nombre de logements qui seront construits. Et ensuite, nous avons plusieurs questions sur le fait de construire plus autour des lignes fortes de transport en commun. Je vous les donne. Du coup, il y avait un constat d'une personne qui disait « Mais quand un transport en commun arrive dans une zone, les prix des logements augmentent ». Et il y avait 2 questions. Est-ce que, du coup, dire qu'on va construire plus autour des lignes fortes de transport en commun, ça veut dire qu'on va augmenter les seuils de hauteur des constructions ? Et la deuxième question était, est-ce que l'Office foncier solidaire va intervenir du coup uniquement autour des lignes fortes de transport en commun et va délaisser les autres secteurs ? Merci pour ces questions. Alors peut-être une première sur l'impact sur des prix de la construction et notamment des matériaux en cette période d'inflation. Oui, merci beaucoup. D'abord, c'est des questions majeures, mais je pense qu'on peut être plusieurs à répondre, mais j'apporte quelques éléments, puis on complète et évidemment, ça nourrit d'autres pistes de discussion encore. Bon, la question est majeure sur celle des prix de construction. D'abord, quand on est arrivé en responsabilité à l'été 2020, on avait ces objectifs importants de construction, et notamment de construction de logements sociaux, de logements abordables. On ne pouvait pas imaginer une crise telle que celle que nous connaissons depuis quelques mois, voire depuis un peu plus d'1 an. Qu'est-ce qui se passe ? Le prix du foncier ne cesse d'augmenter. Ça, vous allez me dire, ça fait quand même des années qu'on le sait, quand même, hein, qu'il y a une tendance quand même depuis les années 2010 à l'augmentation du prix du foncier. Et on a fait remonter des propositions sur la régulation du prix du foncier, mais ça sort de nos compétences métropolitaines. À cela s'ajoute l'augmentation, comme vous l'avez noté, des prix des matériaux ou des coûts de construction. Les coûts de construction, alors je ne voudrais pas dire une bêtise, mais il me semble que quand on est arrivé, les premiers projets auxquels on était confrontés, quand on était à 1 600 € le mètre carré, 1 700, on se disait « Ouh là là là, c'est déjà beaucoup ». Aujourd'hui, dépasser les 2 200 n'est pas rare. Hein, je pense que du mètre carré. Hein. Donc vous voyez quand même la nature de la progression quand même des coûts de construction. Donc évidemment, ça donne une situation qui est, un deuxième élément qui entrave la construction. Et puis, pour la première fois depuis très longtemps, mais ça c'était une discussion qu'on avait avec les promoteurs depuis le début du mandat, ils ne peuvent pas se rattraper, mettez toutes les guillemets que vous voulez là-dessus, sur le prix de commercialisation. Pourquoi ? Parce qu'on a, sans doute atteint un plafond, et puis 2, il faut bien le dire, les taux d'intérêt ont augmenté. Donc on se trouve dans une situation très complexe qui fait qu'aujourd'hui, certains chantiers ne peuvent pas démarrer. Alors,
Vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas votre objectif. Bah si, d'abord, on a un objectif de construction de manière générale dans le PLUH qui avait été rappelé lors de la modification numéro 3 du PLUH. Et puis, s'il n'y a pas de chantier, s'il n'y a pas de production, c'est bien souvent le logement social qui en pâtit. Parce que sur toutes les constructions, il y a une part de logements locatifs sociaux. Donc oui, c'est un élément extrêmement important. Aujourd'hui, il n'est pas rare qu'on essaye de trouver des solutions pour débloquer des opérations qu'on qualifie d'opérations plantées, en se disant comment on va peut-être augmenter la part de bail réel solidaire et en mettant un peu plus de fonds propres de la foncière solidaire du Grand Lyon, où on imagine d'autres solutions qu'on a proposées notamment aux promoteurs immobiliers. Deuxième question que vous avez évoquée, la question de la hauteur. Ça veut dire quoi densifier effectivement autour des corridors de transport en commun? Ça peut être toutes les questions possibles. D'abord, c'est aussi de construire et de décider d'inciter à la construction, mais peut se poser la question de la hauteur. Alors attention, quand on dit hauteur, là tout de suite, tout le monde se dit, oula, ça va être des tours, c'est des immeubles de grande hauteur. Non, on peut rajouter quelques étages. Vous avez peut-être vu récemment dans la presse, on a présenté une action très volontariste de la métropole visant à aider les bailleurs sociaux à surélever leur logement, leur parc social. Et c'est souvent d'1 à 2 étages, mais qui permet quand même de faire un peu plus. Donc la question de la hauteur sera posée dans la modification numéro 4 du PLUH. Vous avez aussi dit d'autres choses qui étaient importantes. C'est, attention, quand une ligne de transport en commun arrive, souvent ça fait flamber le prix de l'immobilier. Oui, vous avez raison, on l'a quand même constaté de partout. C'est bien pour ça qu'il faut une action volontariste, là aussi, via la modification numéro 4 du PLUH, c'est ce que j'ai commencé à vous dire, qui visera précisément à une mixité de logements, pour veiller à ce que précisément il n'y ait pas une gentrification ou une augmentation, en tout cas, du coût du logement. Et puis enfin, vous avez posé une question que j'avais bien repérée dans le chat, qui est finalement, comme je vous ai dit qu'on ferait du bail réel solidaire, notamment dans les corridors de densification, de transport en commun notamment, est-ce que ça veut dire que l'action de la foncière solidaire du Grand Lyon va se limiter à ces corridors? Non, d'abord, je vous le dis, quand on est arrivé, il fallait encore convaincre la plupart des maires de l'utilité du bail réel solidaire. Aujourd'hui, on est dans le produit bail réel solidaire est largement installé. Aujourd'hui, on en programme à Mermoz, dans le 8e arrondissement de Lyon, comme on en fait à Dardilly, à Caluire. Tout à l'heure, je parlais, j'espère ne pas révéler un grand secret, avec le maire de Saint-Cyr. Eh bien, on projette quand même d'en programmer parce que c'est une demande de ses administrés. Donc, nous souhaitons véritablement en faire dans l'ensemble de la métropole, là où, en tout cas, le marché est tellement tendu qu'il est nécessaire de développer cette autre forme de propriété qui permet à un plus grand nombre de se loger. Merci pour ces réponses. Est-ce qu'il y a des compléments à apporter à ce stade ou pas nécessairement? Peut-être sur d'autres questions, effectivement, qui ressortent du chat, oui, notamment sur les logements sociaux, ouais. Oui, il y a eu pas mal de questions sur les logements sociaux, notamment la vacance des logements sociaux, la durée de vacances qui était un peu inquiétante, mais j'ai vu qu'une des collègues élues a répondu que les bailleurs n'ont aucun intérêt à laisser les logements sociaux vacants. Et quand il y a des périodes de vacances, c'est souvent qu'il y a des besoins de travaux entre 2 locataires. Mais je crois que le vice-président à l'habitat, Karen Aupert, est tout à fait vigilant avec les bailleurs sur le fait de ne pas avoir des durées de vacances trop importantes. Après, j'ai vu une question sur est-ce que le logement social est soumis à des normes de stationnement comme le reste. Alors oui, quand on a réduit les normes de stationnement à la modification numéro 3 du PLUH le long des axes de transport en commun, cette réduction des minima à construire dans les immeubles de logement s'applique au logement en accession comme au logement social, sachant qu'on a des exigences un peu moindres de normes de stationnement pour le logement social, parce qu'on sait que les locataires ont un peu moins de voitures que dans les copropriétés, mais on a bien la même logique de réduction du nombre de stationnement le long des axes de transport en commun. Et puis, il y a une question qui revient beaucoup sur la ferme de Saint-Rambert, donc pas d'enjeu de modification, bien évidemment, de la ferme de Saint-Rambert. Mais je vois en ligne une question de PO qui dit c'est bien beau ce volontarisme, mais que fait-on si les maires
refuse de délivrer les permis de construire. Donc je lis vraiment. Alors j'ai l'impression de deviner qui se cache derrière ce nom, mais ça arrive. Oui, c'est une vraie question. Alors d'abord, avant de parler des maires, c'est de se dire que aujourd'hui, et c'est tout l'enjeu aussi de cette concertation, c'est plus difficile de construire que par le passé. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi, dans toutes les réunions publiques, on le voit très clairement, une réticence à la construction et lorsque ça touche son voisinage. Donc il y a une forme de politisation de la question de la construction, il faut le dire. Bon. Et de fait, il y a certains maires qui sont plus réticents que d'autres. Bon, d'abord, il faut rappeler quand même toute l'action que nous avons mis en place et que le président de la métropole a impulsé, qui est notamment une enveloppe supplémentaire d'aide à l'investissement, parce que souvent les maires nous disent « mais moi je veux bien construire, mais c'est une classe en plus dans mon école, donc comment je fais? C'est tel équipement en plus ». C'est pour ça que nous avons une enveloppe de 10 millions d'euros annuels qui est un appui à l'aide à l'équipement, notamment des communes. Et c'est aussi de nature à décrisper. D'ailleurs, on l'a bien observé sur la dernière année. Et puis, lorsque un maire refuse de construire alors que sa commune est carencée, c'est-à-dire que précisément elle ne répond pas de très loin aux objectifs de la loi SRU, qui fixe 25% de logements locatifs sociaux dans les communes, eh bien c'est aussi de la responsabilité de l'État. Et je peux vous le dire que nous sommes en discussion très constructive avec l'État local, avec la préfecture, qui est totalement ouverte à l'idée peut-être de reprendre certains permis de ces communes qui ne respecteraient pas la loi, notamment la loi SRU. Merci pour ces réponses. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments, d'autres sujets qui remontent du chat. Oui, me fait-on. Oui, il y a une question dans le chat qui nous interpellait en régie sur le fait que des personnes sortent de la métropole et vont même habiter loin, à plus de 60 km, mais peut-être tout en travaillant ici, c'est pas spécifié. Qu'est-ce que on peut leur répondre par rapport à ça? Merci, c'est une question là aussi extrêmement importante. Bon, alors d'abord, il faut le mesurer ce phénomène. Je le dis, on l'a souvent proclamé au moment de la crise sanitaire. Dans les faits, les résultats sont le phénomène est moins répandu que cela, mais là où c'est important, c'est d'essayer de trouver les causes. Oui, on trouve des familles qui quittent le premier arrondissement, le second, le 6e. Et quel est le trait commun de ces arrondissements? C'est notamment le coût de l'immobilier. Donc il faut quand même aussi bien se dire que ces personnes ne déménagent pas forcément par l'appel d'une vie dans un petit village éloigné de la métropole, parce que bien souvent leur activité reste dans la métropole, mais parce qu'à l'arrivée d'un enfant, à la modification de la structure familiale, quand la famille bouge, eh bien, le fait d'avoir une pièce en plus est trop coûteux dans Lyon. Donc ça veut dire que la question du coût de l'immobilier est majeure. Alors on en a parlé sur la question notamment aujourd'hui de la commercialisation qui est freinée par l'évolution des taux d'intérêt et donc il y a une forme de régulation qui va sans doute se faire dans le marché. Et puis dans la location, mais ça sort largement de notre PLUH, vous savez que nous avons mis en place l'encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne. Merci. Vous disiez, Laurence Beaufet, aussi le manque de grands logements, c'est ça, l'adaptation du parc. On a parlé du fait de surveiller ou de faire des zones pour éviter la division des logements. Dans les zones aussi où la pression foncière est importante et où le prix du foncier est important, on voit la disparition des grands logements qui ne favorisent pas non plus. On a la double tension, le fait aussi que des familles puissent rester. À cause de ça, non seulement elles ont du mal à financer la pièce en plus, mais elles ont du mal aussi à trouver tout simplement un logement adéquat en centre-ville. Il nous manque cruellement des T5 et même une partie de T4 dans notre métropole. C'est bien pour cela que côté métropole de Lyon, côté habitat et côté habitat logement social, nous mettons en place dès cette année 2023 un appui notamment aux bailleurs sociaux qui s'engageraient dans la production notamment de T4 et T5. Ça, on peut le faire. Le reste, c'est plus compliqué.
Et encore une fois, on sait qu'on a besoin d'appartements familiaux et qu'il y a une raréfaction qui fait bien souvent augmenter le prix de ces grands appartements. Alors, sur les logements touristiques, c'est ça. Ben voilà, la régie arrive à nous. La régie voulait vous faire remonter une question sur le taux de rotation dans les logements sociaux, quand des personnes qui occupent des logements sociaux pourraient en sortir, j'imagine, sur le plan social et en termes de revenus, et qu'ils les bloquent. Que se passe-t-il, puisque à ce moment-là, on est obligé d'en construire d'autres. Et également, effectivement, mais vous l'aviez repéré, une question sur la régulation des meublés de tourisme. Alors, je vais très vite, mais sur la première question, c'est à la fois une question récurrente et complexe, parce qu'on a un modèle du logement social en France, qui est d'ailleurs qui fait toute notre fierté. Et ce modèle, il est qu'on ne peut pas remettre en cause, sauf raison majeure, le bail. Donc, effectivement, je vous prends un exemple un peu caricatural, mais pas tant que ça. Une femme qui a été, il y a encore 20 ans, qui avait sa famille au complet dans un T5 et qui, et aujourd'hui, ses enfants sont partis, elle est veuve. Bah oui, elle se trouve toute seule dans un T5. Voilà. C'est un phénomène et il n'y a aucune raison de la mettre dehors. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fait beaucoup avancer la problématique. C'est pour ça qu'il nous faut notamment des résidences seniors sociales, des résidences sociales seniors. C'est pour ça aussi qu'on essaye d'en développer dans l'ensemble de la métropole. C'est aussi pour cela, dans la suite du livre blanc de l'habitat, que ABCHLM, l'ensemble des bailleurs sociaux, réfléchissent, même font plus que réfléchir, expérimentent une bourse d'échange de logements. C'est-à-dire qu'on veut absolument avancer avec l'appui de la métropole sur la question de l'échange entre des personnes qui sont dans le parc social pour que précisément ils aient un logement plus adapté à leur typologie ou à la structure de leur famille. Donc ça, c'était le point. La deuxième question, c'était sur les meublés de tourisme. Est-ce que ça fait fuir ? Bon, d'abord, oui, c'est une préoccupation, les meublés de tourisme. On ne va pas se le cacher, et notamment dans l'hypercentre de Lyon. Il faut quand même aussi bien voir où c'est un phénomène préoccupant. C'est bien pour ça que nous avons délibéré. À la métropole pour encadrer les meublés de tourisme. Alors, on ne parle pas des meublés de tourisme dont je vais taire le nom d'une plateforme parce que je ne veux pas forcément en faire la publicité, mais où on va louer le temps de la fête des Lumières son appartement. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, parce que ça n'enlève pas un logement. Ce qui est problématique, c'est quand un logement est entièrement dédié à l'activité de meublé de tourisme. Et donc, on immobilise finalement un logement. C'est aussi préoccupant que la vacance des logements que vous avez soulignés les uns les autres. Eh bien, là, nous sommes intervenus par un dispositif qui s'appelle le changement d'usage, et nous avons très largement encadré, régulé le changement d'usage. Donc, dans l'hypercentre, il n'est pas possible de demander qu'un appartement devienne meublé de tourisme pérenne, sauf si on met en location au même moment un bien équivalent dans le même arrondissement et dans le centre de Lyon. Donc voilà la problématique. Alors, vous me direz, peut-être que certains dérogent à cette règle. C'est aussi pour cela que nous surveillons avec la ville de Lyon, avec nous, côté métropole, avec notre équipe métropolitaine de l'habitat, les possibles, justement, contournements de cette règle. C'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail que nous menons. Vous vouliez réagir, oui ? Je vais réagir sur une suggestion de notre collègue élu Marc Grivel sur la question des grands logements. On est bien d'accord que c'est un objectif. En effet, les besoins sont immenses. Renaud Père l'a dit tout à l'heure. Du coup, la solution qui est proposée, c'est les secteurs de taille minimale de logement, puisque effectivement, ça permet à la fois de produire des grands logements et de limiter la division en petits logements. Donc, de nouvelles communes sont intéressées pour que sur leur territoire, on instaure ça avec la modif 4 du PLUH, donc c'est très bien pour justement exiger à partir d'une certaine taille d'opération, tant de pourcents de T2, tant de pourcents de T3, enfin on donne même les surfaces précises, tant de pourcents de logements de telle taille et tant de pourcents de logements de grande taille. Donc c'est précisé, c'est bien là l'intérêt de cet outil qu'est le secteur de taille minimale de logement. Voilà la modalité de réponse à cet objectif que l'on partage.
Et enfin, sur l'encadrement des loyers, alors Renaud complétera, mais est-ce que ça fait fuir les investisseurs ? Quand même, il faut rappeler que le plafond de l'encadrement des loyers n'est pas un loyer de logement social. Enfin, il faut peut-être se redire que ce plafond, il est calculé déjà sur la moyenne et il est tout à fait correct, ce plafond. Et donc, quel type d'investisseur, de quel type d'investisseur on parle ? C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Et pour moi, un investisseur qui a envie de louer de façon pérenne les logements et de profiter finalement à mettre à disposition des logements pour les Lyonnaises et les Lyonnais ou les grands Lyonnaises, grands Lyonnais, il n'aura aucun mal à rentabiliser l'affaire. Par contre, celui qui veut faire de l'argent rapide ou de l'argent sur du type meublé de tourisme ou se faire de la part immobilière à plusieurs unités de rentabilité par an, voire plus de 5, etc., bah là, effectivement, il va se trouver embêté. Mais ce n'est pas celui-là qui fera à l'avenir qu'on aura un parc de logements libres intéressant pour loger tout le monde. Je complète parce que, alors c'est vrai que c'est pas du PLUH, hein, on est d'accord, c'est pas une mesure de PLUH, l'encadrement des loyers, mais souvent ces moments d'échange sont l'occasion aussi de parler de la politique de l'habitat. Donc je pense que c'est important, surtout qu'il nous arrive souvent de lire cette proposition qui est de dire que, attention, ça fait fuir les investisseurs. Bon, alors d'abord, l'encadrement des loyers, c'est une mesure de pouvoir d'achat, rappelons-le. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on constate un trop grand nombre de ménages, de familles qui s'appauvrissent par leur seul logement. Il faut l'avoir à l'esprit. Donc il fallait intervenir. 2, lorsque nous sommes intervenus, nous avons fixé donc des loyers plafonds, hein, très clairement. Seuls 15% des annonces des locations dépassaient ce loyer plafond. Donc de là à avoir une vision complètement catastrophique qui dit « oulala, tout le monde fuit » parce qu'on n'est qu'à 15% qui dépassaient. Donc il faut quand même l'avoir à l'esprit. C'est vrai, bien souvent sur les petites typologies. Et puis, on le rappelle, l'encadrement des loyers, c'est une baisse de rentabilité. Mais ce n'est pas une absence de rentabilité. Il y a toujours un loyer qui tombe. Donc l'investisseur, il a toujours un loyer qui tombe. Donc attention, ce qui est plus préoccupant dans l'encadrement des loyers, c'est les manières de le contourner, et notamment le complément de loyer. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour ça qu'on a tendu la main, notamment aux professionnels, à la FNAIM, à l'UNIS notamment, pour qu'on travaille ensemble à une bonne définition du complément de loyer. Et donc, ceci est notre chantier principal. Et puis, ce qui, par contre, est de nature plutôt à fragiliser ou à inquiéter, c'est bien sûr, mais à juste titre, les étiquettes énergétiques. Oui, il y a une crainte qu'une partie des étiquettes G soient retirées de la location. De toute façon, elles le seront, mais qu'il n'y ait pas eu de travaux et donc il y a un retrait de biens des locations. Là aussi, on y réfléchit côté métropole pour voir comment on peut intervenir, accompagner les propriétaires à condition qu'ensuite ils louent de manière conventionnée, c'est-à-dire sous forme de logements sociaux. Peut-être le temps avance. Renaud Père, vous laissez conclure et répondre peut-être aux dernières questions qu'il y avait dans le chat. Il y en a notamment une sur le rééquilibrage peut-être de l'offre de logements sociaux. Voilà, qu'est-ce qu'on fait dans les communes où il y en a déjà beaucoup aujourd'hui ? Et puis peut-être vous laisser conclure un peu sur ce premier temps de débat sur l'habitat. Alors, je vais vite sur cette volonté de rééquilibrage. Nous voulons absolument rééquilibrer, hein. C'est très clair. Notre objectif, il est évidemment de poursuivre, d'ailleurs, une dynamique qui a été amorcée avant nous, hein, faut le dire aussi, hein, et qui a permis d'en faire un peu plus à l'ouest. Mais vous savez qu'il y a encore quand même un déséquilibre majeur entre l'ouest et l'est de notre métropole. Et donc, il y a encore un effort sérieux à entreprendre, et c'est bien pour ça aussi qu'on met en place tous ces dispositifs et notamment ces secteurs de mixité sociale. Et on peut se féliciter quand même que 46 communes ont levé la main quand même. Il faut quand même le rappeler, c'est-à-dire que c'est aussi un travail qui se fait dans la collaboration avec les communes, les 59 communes, enfin une partie des 59 communes de notre métropole. Ensuite, je reste plus prudent sur l'idée de mettre moins de logements sociaux là où il y en a déjà. Oui, bien sûr, sur le papier, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais d'abord, je rappelle que le logement social, c'est 70% de la population. Donc, attention à cette vision qui dirait, qui est éligible, pardon. Donc, attention à cette vision qui verrait le logement social comme étant associé à l'extrême pauvreté. C'est pas du tout cela. Donc, il faut avoir cela à l'esprit. Il y a une
diversité de logements locatifs sociaux. J'avais un échange aujourd'hui même sur une personne qui débute à la métropole de Lyon comme catégorie B à la métropole de Lyon, oui, qui est éligible à un logement locatif social de type PLAI, donc un logement très social. Il faut l'avoir à l'esprit pour sortir de ces représentations qui sont quand même largement fausses. Donc, et puis par ailleurs, il faut raisonner en termes de parcours résidentiel. C'est-à-dire de proposer à des familles, soit parce que leur structure, la composition de la famille a évolué, soit parce qu'ils veulent accéder à un autre type de logement, il faut permettre ces parcours résidentiels. Et ça passe parfois par plus de logements sociaux. Je vous prends un exemple, et comme ça j'arrête vraiment là-dessus. Lorsque nous faisons une résidence senior sociale, nous faisons du logement locatif social. Eh bien, on peut le faire dans des communes, même qui dépassent les 50% de logements locatifs sociaux. Pourquoi ? Parce que ça nous permettra à une personne âgée, d'abord de retarder la dépendance et la perte d'autonomie, et donc c'est majeur, même en termes de santé publique. Et puis par ailleurs, ça lui permettra d'aller dans un plus petit logement, de libérer un grand appartement, ça renvoie à notre débat. Et donc, vous voyez bien qu'il faut continuer à en faire. Donc, attention de ne pas tout mettre dans le même bloc. Le logement social n'est pas un bloc. Le logement social, d'abord, c'est un des grands acquis c'est un grand progrès social qui a plus de 100 ans dans notre pays. Il faut le défendre et il faut montrer que ça répond à la demande de près de 70% de la population. Et donc, on a encore beaucoup d'efforts à faire dans notre métropole. Voilà, je vais finir sur ces quelques mots parce que le volet habitat du PLUH est essentiel et on comprend encore plus aujourd'hui en pleine crise du logement que le marché ne se suffit pas à lui-même. Et donc s'il n'y a pas une métropole comme la nôtre qui essaye de multiplier les dispositifs pour qu'on puisse sortir de cette crise du logement, surtout pour les habitants et les habitantes qui sont en attente d'un logement, eh bien nous n'y arriverons jamais. Donc ça passe par des dispositifs qui sont des appuis notamment à la surélévation, des appuis aux bailleurs sociaux, comme on le fait. Ça passe par notre aménagement public, mais ça passe aussi par le plan local d'urbanisme et de l'habitat. Donc c'est un élément essentiel. Et encore une fois, ça peut vous paraître être un détail, mais l'idée de commencer à réfléchir en termes de corridors dans lesquels nous allons densifier, en fait, nous sommes en train de construire véritablement la ville du XXIe siècle, celle qui est à la fois engagée dans la transition écologique, mais extrêmement attentive à la justice sociale. Merci pour ces éléments de réponse. Je vous propose peut-être de passer au deuxième sujet de ce soir, et donc cette fameuse mixité fonctionnelle, c'est-à-dire dit autrement, comment on facilite finalement l'implantation d'activités économiques de manière cohérente avec, et en bonne cohabitation avec les usages plus résidentiels, etc. sur nos territoires. Je vous rappelle que vous pouvez poser les questions à travers le chat. Personne n'a encore demandé la parole, mais c'est possible de vous la passer directement. N'hésitez pas simplement à le préciser dans le chat quand vous commentez, et on ouvrira votre micro. Je vous passe la parole, Emeline Baum, peut-être pour nous présenter les grands enjeux et ce que doit permettre finalement cette modification 4 du PLUH en la matière. Oui. Alors, donc, quand on parle d'économie sur le territoire de la métropole de Lyon, à l'heure actuelle, on est sur un territoire, je pense que tout le monde l'a en tête, qu'on qualifie de très dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire le dynamisme économique? Ça veut dire qu'il y a une forte création d'entreprises tous les ans. Après, on a toutes et tous en tête que la création d'entreprises, ça va du micro-entrepreneuriat à des PMI et des ETI qui vont bien fonctionner et qui vont embaucher beaucoup de monde. La deuxième chose, qui est la chose dont tout le monde parle à peu près tout le temps, en tout cas les médias, c'est la dynamique de création d'emplois, plus que de la dynamique de création d'entreprises. Et se dire que tous les ans, on gagne des emplois salariés privés, donc je ne parle pas de l'employeur public, là, donc c'est le signe aussi effectivement qu'on a un dynamisme. Autre élément important qui concerne beaucoup les sujets habitat, c'est de se dire qu'on est sur un territoire qui a énormément de structures d'enseignement supérieur et de recherche, et donc une dynamique étudiante, des étudiants qui ont à se loger, mais aussi des hommes, des femmes, des jeunes qui vont avoir la bonne idée qui va se transformer en entreprise qui permettra d'accélérer la transition, par exemple. Pour redire, si vous ne l'aviez pas en tête,
qu'on est sur un territoire qui a des filières stratégiques, des filières d'activité économique existantes de longue date. Je pense en particulier à la santé, tous les acteurs qui sont dans le 7e arrondissement, mais aussi dans l'ouest du territoire. Mais il y en a aussi à Mézieux et Jonage. Je pense à la filière textile, qui est une filière historique sur laquelle on a décidé d'investir. Et puis, je pense aux filières support physique de la transformation, de la transition écologique. Donc, le bâtiment, ça, tout le monde l'a en tête, de faire évoluer les modes constructifs. Et ça recoupe des enjeux que portent Renaud Père et Béatrice Vessillier. Il y a le sujet de l'alimentation. Donc, comment maintenir, et c'est en lien avec la sobriété foncière dont parlait Béatrice, maintenir les activités de production, le maraîchage, mais toutes les formes d'agriculture sur notre territoire pour travailler une forme de souveraineté alimentaire, mais aussi avoir des lieux de transformation. Donc là, c'est de l'économie et des lieux de distribution. On a le sujet du numérique, puisque comme vous le savez, ancestralement, on a beaucoup d'entreprises logicielles, pro-logicielles. Et puis, on a tout ce qu'on cache derrière la mobilité, l'énergie, la chimie, environnement, avec pour partie tous les acteurs industriels qui sont sur la Zedimi-Plaine, mais aussi dans la vallée de la chimie. Qu'on voulait vous faire passer aussi comme message, on peut passer au suivant, c'est qu'on est sur un territoire dynamique et on est sur un territoire qui, depuis juillet 2020, a pris acte au regard des conséquences, ou en tout cas de la prise de conscience dans le cadre de la crise sanitaire, de la nécessité de pivoter. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut plus être uniquement un territoire, puis ça fait écho à la question sur le tourisme, un territoire qui met de l'argent public pour faire de l'attractivité et du rayonnement européen et international. On se doit d'accompagner les hommes, les femmes, les organisations, donc les TPE, PME, PMI, en tout cas c'est le choix que nous faisons avec Bruno Bernard, d'accompagner les entreprises du territoire dans leur transformation et dans leur croissance. Deuxième parti pris, jadis, on avait des grosses polarités que vous avez toutes et tous en tête, la Pardieu, le 7e, le 9e. Là, ce qu'on souhaite, ce qu'on travaille avec Béatrice Vessillier et avec les adjointes et adjoints dans les communes, c'est d'avoir un développement multipolaire. C'est-à-dire, là où on a la possibilité d'implanter du tertiaire quali et qui est bien entendu proche d'une gare TER ou d'une ligne forte de transport en commun, on le fera. Là où on peut maintenir, et ça c'est important et on l'a fait dans la modif 3, de l'économie de proximité avec des vies de quartier, des vies de village, on le fait et on intervient avec un outil qui s'appelle la SEMPAT. Autre élément, le sujet des fonctions. Jadis, le Grand Lyon a beaucoup aidé à l'implantation de plateformes de recherche et développement, de sièges sociaux. Ce que ça a fait, c'est qu'on avait une typologie d'emploi qui se développait sur le territoire et donc ça favorisait pas la mixité, la fameuse mixité qu'on cherche avec l'habitat. Donc là, ce qu'on souhaite, c'est maintenir la diversité des emplois et accompagner la croissance d'une diversité d'emplois, donc de Bac-3, Bac+3, comme je dis souvent. Et enfin, le sujet des filières avec, bien entendu, ces filières qui existent, qui sont présentes, ces chaînes de valeur, mais aussi se dire que ce qu'on souhaite, c'est avoir l'ensemble des modèles économiques présents, c'est-à-dire autant la TPE, PME, PMI, l'ETI, le grand compte, que les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ? Parce qu'on a des jeunes, en particulier des jeunes étudiants, mais aussi des hommes et des femmes en reconversion professionnelle qui préfèrent entreprendre sous ce mode-là. On a aussi un sujet autour des activités productives. Pourquoi ? Parce que ça, vous l'avez toutes et tous en tête, pour participer à la souveraineté industrielle de l'Europe, de la France, de la région, il faut qu'on prenne notre part et ça se vit concrètement dans le PLUH. Il faut permettre aux artisans, aux PMI, aux ETI de rester sur notre territoire, alors même qu'on le sait toutes et tous, si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est beaucoup plus intéressant de construire pour du tertiaire que pour du productif dans un premier temps. En fait, c'est un investissement à moyen terme. Ensuite, du coup, les défis que nous avons à relever. Le premier défi, c'est le défi de la régénération, de refaire la ville sur la ville, de permettre aux tertiaires de se renouveler, parce que vous l'avez en tête, si vous ne l'avez pas, je vous le dis, post-Covid, énormément d'entrepreneurs, énormément de salariés, de collaboratrices, collaborateurs souhaitent, s'ils le peuvent, du télétravail, mais aussi avoir des lieux de travail qui soient complètement adaptés du coup à la rencontre. Voilà, et pas des vieux bâtiments. Donc, il faut que les opérateurs tertiaires puissent renouveler leurs bâtiments. Par ailleurs, on a des zones industrielles, des zones d'activité économique, des zones commerciales qui sont en train de se poser la question de comment elles densifient les activités sur ces zones qui sont plutôt extensives, mais aussi, pareil, du confort pour les collaboratrices, collaborateurs, clients, clientes. C'est ce qu'on appelle l'expérience usagée. Donc, c'est important d'aller là-dessus et c'est important aussi, deuxième défi,
de laisser la place aux activités, on peut passer au visuel suivant, de laisser la place aux activités productives. Donc, je vous ai cité spontanément les artisans, mais on a aussi les PMI. Et quand on pense aux activités productives, on pense aux bâtiments, donc aux ateliers, aux halles productives, mais on pense aussi au sujet logistique. C'est ça qui est important aussi. Donc, ça, on a éventuellement du conflit d'usage avec la voirie, donc c'est important d'avoir en tête qu'avec Béatrice Vessillier, les adjointes et les adjoints, quand on regarde là où on peut maintenir des activités productives, on le regarde par zone. Je vais vous citer le bout du 7e où on a fait une grosse étude et on a regardé voilà, là où la voirie est encore adaptée et on peut permettre du développement d'activités productives. Il n'est pas question, je vais donner un exemple à l'âge, de mettre des artisans place Bellecour. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de se dire dans le 9e, dans le 7e, à Vaux-en-Velin, à Saint-Priest, à Mions, etc., comment on donne des garanties aux acteurs productifs et aux investisseurs qui accompagnent les acteurs productifs que oui, ils peuvent densifier ici, ils peuvent revoir leur coque, leur immobilier, leurs ateliers ici. Je crois que j'ai balayé... Ah non, et dernier enjeu, pardon, dernier défi, mais je l'ai dit spontanément, c'est cette question de la multipolarité, mais aussi des formes de développement. Donc, je vous l'ai dit, les cœurs d'arrondissement, les cœurs de communes, les cœurs de villages, que ce soit mixte, c'est-à-dire penser commerce, mais penser aussi artisanat, penser lieu de réparation et penser petite production. Bien entendu, on a en tête, c'est pas la même chose un cordonnier ou quelqu'un qui fait de la mécanique de pointe en plein cœur d'un village ou d'une commune et un gros producteur de seringues uniques qui se trouve plutôt sur mes yeux, c'est-à-dire très proche de la 43 ou de la 42. Voilà. Vous dire que pour l'instant, quand on présente ce genre de choses, c'est peut-être important que vous l'entendiez, que ce soit au MIPIM ou au CIMI, c'est-à-dire dans des instances où on voit des investisseurs, mais aussi on voit des acteurs productifs. On fait partie des rares territoires qui affirment vraiment vouloir maintenir dans leur PLUH tous les zonages productifs et qui s'en donnent les moyens au point de pouvoir racheter ce qu'on appelle des grosses plaques foncières pour permettre à des acteurs d'avoir des locaux et bloquer un petit peu la spéculation sur le foncier industriel. Merci pour ces premiers éléments voilà, sur cet aspect développement économique qui est peut-être un peu plus difficile à intégrer pour les participants. Je vois un peu moins familier, entre guillemets, que les questions d'habitat. Je vois moins de questions sur le chat, mais on s'en doutait un petit peu et on vous propose, peut-être pour lancer le débat, une question, mais qui est une question d'autre nature que les questions que l'on avait fait précédemment, puisque là, il n'y a pas de bonne réponse, mais c'est un peu voir les priorités que vous souhaitez mettre en avant. Donc, comment favoriser les activités de proximité, donc activités économiques de proximité, accompagner les projets des entreprises sur les territoires, c'est la réponse A. B, créer des capacités de développement immobilier sur tous les territoires. Et C, favoriser le maintien de l'économie de proximité dans les centres-villes. On vous laisse répondre à ce qui vous paraît le plus prioritaire. Évidemment, ça ne veut pas dire que vous n'adhérez pas aux autres. Voir si se dégage quelque chose. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat directement et éventuellement à demander la parole si certains souhaitent s'exprimer. Encore quelques minutes, le temps de vous laisser répondre, enfin quelques secondes plutôt. Alors, si on clôt le sondage juste pour avoir des tendances, on voit que c'est la réponse C qui arrive largement en tête des répondants. Favoriser le maintien de l'économie de proximité dans les centres-villes. Et donc ça rejoint quand même les questions qui s'étaient abordées tout à l'heure dans le chat, des aménités urbaines, du cadre de vie intéressant et peut-être du coup une forme de symbiose entre l'activité économique et les activités résidentielles. Est-ce que, Emeline Baum, ça vous fait réagir ? Ouais, c'est cohérent, enfin, c'est ce que vous venez de dire. On part quand même du principe que les habitantes et habitants ont fait l'expérience à minima pendant le Covid de ce que c'est que d'avoir en hyper proximité
des commerçants, des artisans, et on sait que ça participe au bien-être de chacun de pouvoir avoir une vie équilibrée en proximité dans son quartier, dans sa commune, dans son village. Donc c'est pleinement cohérent, d'autant qu'on, comme je l'ai dit spontanément, on a un outil qui s'appelle la SEMPAT qui nous permet de racheter les locaux et de favoriser l'implantation ou la réimplantation de commerçants ou d'artisans avec des loyers très modérés. On le mobilise largement à Vaux-en-Velin, dans le 9e, mais aussi dans le Val-de-Saône. Alors on peut peut-être retourner quand même la question vers nos participants, puisque dans la présentation que vous avez faite, Emeline Baum, vous insistiez quand même aussi sur l'ambition de la métropole pour mettre des activités productives dans le territoire. Alors évidemment, pas n'importe quelle activité n'importe où, mais ça peut être intéressant voilà, de voir comment ça s'est ressenti. Est-ce que c'est une ambition comprise? Quels avantages vous y voyez? Peut-être quelles craintes ça peut aussi susciter? Voilà, n'hésitez pas à réagir à travers le chat ou en demandant simplement la parole pour continuer la discussion sur ces enjeux. On a une première question qui ressort, vous la voyez en même temps que nous, sur l'influence du e-commerce, donc tous les achats en ligne, etc., et les services de livraison, et notamment ces dark kitchens, donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont des endroits où on prépare des repas pour après aller les livrer à travers les grandes plateformes que beaucoup connaissent. Est-ce que c'est un enjeu qui a été identifié, ça, Emeline Baum, sur lequel on donne des moyens d'agir? Question. Alors, pour vous donner un élément, le sujet du commerce, l'achat de plateformes, on va dire ça comme ça, donc de la part d'habitantes et d'habitants, il a augmenté de 20% depuis 2016. Ça, c'est une donnée que vous trouverez bientôt publiquement. C'est ce qu'on appelle l'enquête ménage. Donc, c'est une grande enquête qui est faite sur les comportements d'achat des habitants de la métropole et plus large, sur le carré métropolitain, donc assez large. Donc, forcément, on a en tête, pour répondre à la question, deux éléments. Un premier élément, comme vous l'avez indiqué, de régulation. Donc, pour ça, on peut mobiliser le PLUH, c'est-à-dire contraindre, interdire l'implantation, mais encore que les dark kitchens, c'est autre chose. Mais en tout cas, orienter l'implantation des dépôts, on va dire ça comme ça, des entrepôts, et penser la logistique, ça c'est de la régulation. Et la deuxième chose qui est plutôt une forme d'éco-incitation, c'est de permettre aux commerçants de faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire du commerce, de la réparation, de l'allongement de la durée de vie, du conseil adapté aux clients et aux clientes. Et donc ça, on les aide avec des outils qu'on appelle entre autres le management de centre-ville. On s'y emploie beaucoup, on a augmenté le budget pour ça, travaillé aussi avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, pour renvoyer le message aux habitantes et habitants que l'économie de proximité, tout le monde l'a en tête, mais ce sont des emplois non délocalisables, c'est du lien social, c'est de la cohésion de quartier, etc. Deuxième chose, PO me demande si je ne regrette pas de ne pas voir Solvay s'implanter dans la vallée de la Chimie. Alors, je ne sais pas qui est PO, contrairement à Renaud Père. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il a de mauvaises informations. Solvay est dans la vallée de la Chimie, donc je ne vois pas le sens de sa question. Voilà, s'il veut, on peut aller le visiter ensemble. Ensuite, il y a une question de notre collègue Véronique Giromani qui demande comment on peut maintenir des activités productives qui ont, en tout cas des activités économiques qui sont en croissance, donc qui ont besoin de mètres carrés en plus et qui ont tendance à se regrouper avec d'autres acteurs. Donc ça, c'est une vraie discussion. Il y a un sujet de densité, il y a un sujet de monter un petit peu en hauteur pour les activités qui le peuvent. Or, toutes les activités productives ne le peuvent pas. Et il y a une question de regarder vraiment territoire par territoire comment on peut faire, parce qu'effectivement, en tout cas c'est le cas sur Corbeil, il y a un sujet de croissance qui répond aux besoins de croissance démographique. Donc il faut qu'on trouve les outils pour. J'arrive pas tout à lire en même temps. Alors la régie... Écoutez, ouais, je partage pas parce que voilà. Puis on s'éloigne peut-être un petit peu du PLUH sur cette question précise sur Solvay, mais en tout cas, il y a des implantations de grandes entreprises qui continuent, y compris sur la vallée de la Chimie. C'est ça qu'on comprend. Ce soit un sujet, c'est pas le PLUH qui les a bloqués, c'est pas non plus la figure de la vice-présidente de la métropole de Lyon ni le président de la métropole. Je pense que Solvay arbitre avec d'autres éléments, d'autres critères en tête.
Alors, la régie a pointé les questions qui ressortaient. Il y avait une question, en particulier sur vraiment le type d'activités qui peuvent être maintenues en centre-ville et notamment une question précise sur tout ce qui est laboratoire d'analyse médicale, laboratoire vétérinaire, qui apparemment, la question c'était quand ils grossissent, est-ce qu'ils peuvent rester en cœur de ville alors qu'ils auraient besoin d'y rester? Oui, j'y ai répondu du tac au tac. En fait, il y a vraiment un sujet de densification de hauteur, mais aussi de regarder sur la commune parce que ça répond en fait à la croissance. Enfin, l'exemple qui est donné, c'est Corba et il y a une croissance démographique. Donc, comment on accompagne? Ça relève quasiment des services publics, ça, en fait. C'est les services à la personne. Donc, donc, quand on délivre les PC, on s'assure qu'on a aussi bien les écoles, les collèges, tous les services de santé, que ce soit pour les animaux que les habitants. Exactement, et ça fait le lien avec ce que disait Renaud Père tout à l'heure, avec l'attention portée aussi aux équipements publics, écoles, etc., en lien avec le développement démographique, effectivement. Peut-être, je ne sais pas, dans les dernières questions, je les lis, je découvre Henri Jacot. Oui. Alors, à l'heure actuelle, souvent les réflexions intellectuelles de chercheurs, entre autres, ou même d'habitants, d'habitantes qui ont pleinement conscience que les zones commerciales de périphérie, demain, devront accueillir ou commencent déjà à accueillir d'autres activités, puisqu'on est dans le zéro artificialisation nette. À l'heure actuelle, c'est pas si net que ça. C'est-à-dire qu'on a, je vais en citer une, puisque Béatrice Vessillier et moi et les 3 communes concernées, on travaille sur le sujet, sur le développement de la grande porte des Alpes. Donc, on a la ZEDI de Porte des Alpes, là où il y avait jadis Ikea, qui a fait le choix, cette foncière qui porte cette zone commerciale, pardon, pas une ZEDI, a fait le choix justement de commencer petit à petit à accueillir d'autres activités économiques complémentaires à une offre commerciale, ce que je trouve intéressant. Ce que je travaille plus particulièrement, c'est avec ces foncières, accueillir des activités productives et de la logistique pour envoyer un message cohérent aux clients, aux consommateurs, consommatrices, habitantes, habitants. C'est-à-dire, si vous venez consommer ici, vous pouvez aussi venir réparer ici, faire réparer, vous pouvez acheter de seconde main, etc., etc. Alors, il y a une question, je ne sais toujours pas qui est PO. Renaud, vraiment, tu me le diras. Le maintien de l'aéroport de Lyon-Bron, comme vous le savez, ça ne relève pas complètement de nous, puisque les aéroports de Lyon, ce qu'on appelle les ADL, relèvent d'une concession avec l'État qui tient jusqu'en 2047. Et comme PO, à mon avis, le sait, dans le cadre de l'étude Grand Port des Alpes, on regarde tout ce qui se passe sur ce périmètre, donc Bron, Saint-Priest, Chassieux, sur ces parties-là de Bron, Saint-Priest, Chassieux. Et donc, on regarde à l'heure actuelle, et les ADL et Vinci Airport est complètement au courant, en fait, les besoins sur ce site de Bron, les activités économiques, comment eux se projettent à horizon 2047, puisqu'on parle de 2047, comment on peut densifier, pas densifier en termes d'activité économique, ce qui pourrait se déporter ou pas. Enfin voilà, quelles sont les contraintes à déporter des choses sur Saint-Exupéry. Mais comme dirait le président de la métropole, tout est ouvert. Ce sont des questions d'études et surtout, ça n'est pas complètement à la main de la métropole. Le sujet, c'est de discuter, de se projeter dans des horizons où on sait qu'on va avoir de fortes contraintes, aussi bien liées au bien-être des habitants, donc pouvoir se déplacer, pouvoir se loger, mais aussi pouvoir travailler quelque part avec un impact carbone moindre. Et je rappelle qu'on est concerné par, je sais que ce sera l'objet d'autres webinaires, mais on est concerné par de fortes chaleurs et de la sécheresse dans les années à venir. On le sait, donc tant qu'à faire, autant adapter notre appareil productif. Merci. Encore des questions qui ont été repérées? En fait, la régie voulait vous remonter une question qui s'est fait jour tout à l'heure, en marge de celle qui était posée sur les meublés de tourisme. Plus largement, en fait, une question sur la place du tourisme dans la métropole et éventuellement le soutien de la métropole. Alors, en plus, si c'est bien la bonne personne, j'ai l'impression que ma collègue vice-présidente en charge du tourisme est connectée, si c'est la même personne, mais je ne sais pas, il y a une Hélène Duvivier. Donc, il se trouve que ma collègue Hélène Dromain Duvivier porte une politique globale tourisme responsable et local. C'est pour répondre aussi donc, à cette question et à une intervention tout à l'heure, se dire que l'actuel exécutif de la métropole incite les hôtels à pouvoir recruter et à donc pouvoir accueillir les clients qui viennent de loin, mais aussi de la région, mais aussi en hyper proximité, pour
détourner l'envie de certaines personnes, je vais le dire comme ça, d'aller vers des meublés de tourisme, partant du principe qu'il vaut mieux être dans un hôtel avec des salariés plutôt que de détourner, comme l'indiquait tout à l'heure Renaud, des appartements qui pourraient loger des familles ou des étudiantes et étudiants. Donc on est cohérent entre la politique d'habitat, la politique de tourisme, mais aussi la politique de développement économique, puisque comme je vous l'ai dit, on participe au fait de coopérer, enfin si je ne vous l'ai pas dit, je vous le reformule comme ça, avec nos territoires voisins et inciter vraiment à agir au local. Ça n'empêche pas, si je reviens sur le tourisme, ça n'empêche pas des Allemands, des Suisses, des Italiens, des Américains, des Asiatiques de venir. Hélène Dromain n'est pas au pied de l'aéroport pour bloquer les gens, mais tout l'argent public qui est mis, il est mis à des fins de tourisme responsable et local. Alors, si Madame Duvivier veut du coup réagir ou en rajouter, on peut lui alors, elle dit oui, c'est moi dans le chat. Et si vous souhaitez voilà, prendre la parole, on peut vous ouvrir votre micro. Il suffit juste de nous le dire et ça prendra quelques secondes. Bon, a priori, non. Vous avez dû être. Vous avez dû... Non. Oui, ça marche. Vous pouvez y aller. On vous entend. Oui. Non, je ne peux que confirmer ce que disait Emeline Baume. Le tourisme est un secteur économique, donc qui est aussi pourvoyeur de beaucoup d'emplois et notamment d'emplois non délocalisables. Donc, bien sûr qu'on maintient une activité touristique dans la métropole de Lyon, mais une activité touristique vertueuse. En ce qui concerne les meublés, ça a été tout à fait dit. Ce qui compte, c'est de ne pas faire le problème des meublés touristes, c'est plus un problème de logement qu'un problème de tourisme. On n'a pas tellement de problèmes d'ailleurs avec les hôtels. On n'a pas spécialement de réaction d'hôtels qui considèrent que ces meublés sont de la concurrence déloyale ou des sujets comme ça. Le vrai sujet des meublés de tourisme, c'est la raréfaction des biens en hypercentre. Et ça, on l'a résolu, enfin en tout cas, on a quasiment résolu le problème avec ce qu'expliquait Renaud Père tout à l'heure, avec la question du changement d'usage. Et on a vu une grosse différence à partir du moment où il y avait cette restriction. Il n'y a plus de professionnels qui achètent des immeubles entiers pour faire du logement de tourisme. Donc voilà, et effectivement, on garde cette activité-là, mais d'une manière responsable, c'est-à-dire d'attirer des touristes qui viennent en train et d'essayer de minimiser autant que possible l'impact carbone des touristes. Très bien, merci pour ces précisions. Encore quelques questions de la régie, je crois. On m'avait des questions autour, en fait, tout à l'heure, il a été question de l'action de la SEM patrimoniale, la SEMPAT. Il y avait une question, en fait, sur son périmètre d'intervention. Et elle rejoint aussi une question sur les rez-de-chaussée commerciaux. D'accord, et je crois que notamment la question portait sur est-ce qu'elle intervient aussi dans les zones centrales, c'est ça. Voilà, dans le centre-ville, dans le centre historique, et c'est pour ça qu'on généralise un petit peu la question sur quel est son périmètre d'intervention géographique. C'est ça, et avec la question, je crois, des franchises derrière, comme étant les seuls à avoir les moyens finalement de s'implanter. Donc ça, c'est aussi un élément de diversification, Emeline Baume, que vous cherchez à promouvoir, me semble-t-il. La SEMPAT, ça veut dire Société d'économie mixte patrimoniale de la métropole de Lyon. Béatrice Vessillier et moi-même, moi j'en suis présidente, mais Béatrice aussi administratrice. Vous dire que c'est une organisation dans laquelle on a aussi bien des communes, je pense à la ville de Lyon, la ville de Vaux-en-Velin, la ville de Vénissieux. Il y en a d'autres aussi, il y a Polémion-Gondor et Oulam. Mais on a aussi la Caisse d'épargne et la Banque des territoires. Et donc, nous décidons ensemble de racheter des locaux de rez-de-chaussée sur la base, bien sûr, d'une interpellation de la commune. C'est important. Voilà, donc ça, c'est un élément de partenariat avec l'ensemble des communes du territoire et pas uniquement en quartier politique de la ville, parce que ça, c'était le cas au précédent mandat. On a élargi le champ d'action de la SEMPAT. Et deuxième élément, sur la base de la carence ou du non-investissement du privé et d'un besoin établi de maintenir l'activité d'un artisan ou d'un commerçant ou de réintroduire une activité artisanale ou commerçante. Voilà. À l'heure actuelle, spontanément, je vous ai cité Vaux-en-Velin, le Val-de-Saône, plusieurs communes du Val-de-Saône et Lyon 9e. On intervient aussi à Vénissieux, à Givors. Et oui, on peut intervenir sur la base, et à la Guillotière aussi, on peut aussi intervenir sur la base d'une sollicitation de la ville de Lyon dans d'autres zones de la métropole, y compris en plein secteur centre. Il y a une petite spécificité, un territoire, zone centre très concernée par des évolutions sur lesquelles on ne va pas, parce qu'il existe déjà une autre structure qui fait ça, c'est la SVU sur Villeurbanne. Je pense à tout ce qui se passe sur la ZAC Gratte-Ciel. Ok.
Merci pour ces précisions. Peut-être pour terminer un peu ce débat, on avait une dernière question de sondage. Vous en avez dit 2 mots, Eline Baum, mais sur l'enjeu finalement de rapprocher l'emploi, enfin les emplois des zones d'habitation. Pour nos participants, finalement, comment rapprocher l'emploi du domicile, avec quelle priorité? Alors la réponse A qui vous est proposée, c'est favoriser la mixité, donc la mixité, emploi, habitat, etc., dans les projets d'aménagement. Le B, développer l'immobilier de bureau dans les projets urbains au-delà de Lyon et Villeurbanne seulement. Et puis, dernière proposition, régénérer des zones industrielles ou commerciales pour développer des emplois. Donc, on vous laisse le temps d'y répondre pour voir si, voilà, parmi ces propositions, je le répète, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est voir les priorités qui se dégagent. On vous laisse encore quelques secondes. Voilà, ça répond avec une proposition qui est en tête. Je laisse encore quelques secondes. Hop, et on peut peut-être regarder les réponses avec favoriser la mixité dans les projets d'aménagement qui revient voilà, loin devant. Et ça renvoie bien, Emeline Baum, me semble-t-il, à ce qui est proposé quand même dans le cadre de cette modification numéro 4 du PLUH, c'est pouvoir amplifier cet effort de mixité dans les opérations. Tout à fait. C'est ce que je comprends des participantes et participants. Ça tombe bien, c'est ce qu'on avait en tête avec Béatrice Vessillier. Mais si je peux me permettre, je pense que le 3e point est important aussi. On l'a à peine évoqué, parce qu'il y avait aussi une question tout à l'heure sur le devenir des édits. Donc, Emeline a répondu sur les zones commerciales, mais les zones industrielles, on sait qu'elles ont été dans une logique très expansive, avec des grands espaces de stationnement, de circulation, et la régénération de ces fonciers industriels pour essayer de optimiser, comme on le fait dans d'autres quartiers plus mixtes. C'est un sujet intéressant à la fois pour l'économie, pour la sobriété foncière, pour le renforcement en emploi de ces secteurs-là. Donc, on a bien devant nous aussi cet enjeu-là de régénération des zones industrielles et commerciale, à la fois pour le développement de l'emploi, de l'activité économique, mais dans cette perspective de sobriété foncière, d'amélioration globale aussi du cadre de vie, parce que végétaliser, améliorer les espaces publics des zones industrielles, tout en densifiant en emploi, c'est des objectifs qu'il faut essayer de tenir. Voilà. Merci pour ces précisions, Emeline. Oui, non, vous vouliez encore Oui, Emeline a évoqué rapidement tout à l'heure l'activité possible en étage, l'activité productive en étage. C'est aussi une piste de régénération des zones industrielles et d'optimisation foncière, même si toutes les activités ne le permettent pas. En tout cas, dans un contexte où il faut vraiment optimiser l'espace imperméabilisé, artificialisé, dans certains secteurs, on va y travailler. Et on y travaille déjà même. Peut-être, Emeline Baum, je vous repasse la parole pour votre mot de conclusion finalement et un peu ce que vous retenez de ces quelques échanges. Là, ce que je retiens spontanément, c'est logique. Ce à quoi on pense tout de suite, c'est à l'économie de proximité. Donc, c'est rassurant de noter qu'on semble partager collectivement cet enjeu de maintenir des activités, de la diversité d'activités dans nos quartiers, que ces quartiers soient en hypercentre, en zone périphérique, quartier politique de la ville ou dans des communes plus villages. Donc ça, c'est intéressant, utile et nécessaire. Comme l'a réindiqué Béatrice Vessillier, mais ça, c'est normal, je pense qu'on a un petit travail à faire de vulgarisation, on va dire comme ça, des enjeux autour de nos zones industrielles et nos zones d'activité économique hors commerce, parce que tout le monde voit bien que les hypermarchés, ça ne fait plus sens et qu'il faut y adosser d'autres usages. Mais si on n'est pas salarié ou entrepreneur dans une ZEDI, on ne voit pas forcément ce côté extensif que qualifiait Béatrice Vessillier. Or, on a toutes et tous envie d'avoir des parcs, des jardins, de l'agriculture de proximité. Pour que tout ça puisse exister, il faut qu'on puisse concentrer nos activités productives et les développer sur ces ZEDI. Et c'est le chantier qui va s'ouvrir.
Ben, merci beaucoup. On va approcher petit à petit de la fin de notre réunion. Est-ce qu'il y a des dernières questions peut-être, alors soit sur ce sujet-là, mais de manière plus large, avant de peut-être passer la parole à Laurence Boffet et Béatrice Vessillier pour conclure. A priori, on a pu quand même pas mal répondre aux questions qui étaient posées voilà, tout au fil de la soirée. Bon, bah, peut-être je vous passe la parole, Béatrice Vessillier, et puis si d'autres questions arrivent, on prolongera un petit peu. Écoutez, ce sera une conclusion provisoire, hein, puisqu'on a d'autres rendez-vous pour continuer à échanger sur le PLUH. Je vous remercie de votre participation active dans le chat qui permettent de poser un certain nombre de sujets complexes, hein, parce que les questions d'urbanisme, ça met en jeu vraiment différents sujets, les coûts du foncier, les coûts des matériaux, la mixité sociale, la mixité fonctionnelle avec avec le sujet de l'économie qu'on vient de voir. Donc, les questions ne sont pas épuisées, mais tous nos échanges et les contributions que vous pourrez faire par la suite nourriront nos choix pour la modification numéro 4. Donc, merci beaucoup et j'espère un prochain rendez-vous, soit en webinaire, soit sur la plateforme. Et justement, pour continuer, Laurence Boffet, quels sont les outils proposés ? Vous l'avez vu, on poursuit du coup ce dialogue important et on dépasse d'ailleurs un peu le cadre du simple plan local d'urbanisme et de l'habitat. On en profite pour discuter de comment on fait la ville. Je l'ai déjà expliqué plein de fois et donc on l'a abordé ce soir, habitat et logement. Le prochain webinaire concerne la décarbonation de l'aménagement. En gros, les questions d'énergie et comment est-ce qu'on concilie ça avec le climat. Je vais très vite là-dessus. Cette prochaine visio, c'est ce jeudi à 18h30. Et puis le prochain webinaire qui est le 11 mai, également un jeudi à 18h30, c'est plutôt comment limiter l'artificialisation des sols et comment est-ce qu'on préserve nos ressources, comment on renforce le végétal et comment on préserve nos ressources, notamment nos ressources en eau, par exemple. Donc on abordera aussi ces questions très importantes et vous voyez que les unes peuvent être contradictoires avec les autres. Comment est-ce qu'on fait un bon équilibre avec tout ça ? Vous avez toujours la possibilité sur la plateforme jeparticipe.grandlyon.com dans la partie PLUH de contribuer, de répondre aux questionnaires en ligne. N'hésitez pas à le faire et à faire transmettre aussi, transmettre le lien à vos voisins, vos amis, vos réseaux, pour qu'ils participent soit au webinaire, soit tout simplement qu'ils puissent donner leur avis en ligne. Et puis vous pouvez le faire par courrier, je l'ai déjà dit au début. C'est assez important aussi qu'on débatte de ces grandes thématiques. On n'hésite pas à le faire sur tous les grands sujets de plus en plus. Et on vous remercie d'être présents à ces visios pour en débattre ensemble. Donc à la prochaine, ce jeudi. Je me permets d'ajouter un dernier mot. On a assez peu territorialisé nos échanges ou à la marge avec quelques exemples, mais je vous invite à lire le dossier de concertation qui est en ligne où on a à la fin plusieurs exemples de points de modification qui portent sur des secteurs particuliers dans les différentes communes, à titre d'exemple, voilà, pour permettre des projets de développement résidentiel, économique, d'équipement public. On a cité des exemples, donc si ces exemples vous intéressent, même si la liste n'est pas exhaustive, vous pouvez vous reporter à ce document en ligne. Et je poursuis aussi pour dire qu'il se peut qu'il y ait des questions auxquelles on n'a pas répondu ce soir, mais on sauvegarde bien sûr le chat et ce sera pris en compte d'une manière ou d'une autre. On essaiera d'y répondre et ce sera dans tous les cas dans le bilan de ces échanges jusqu'au 4 juin. Tout à fait. Eh bien, merci à vous, merci à toutes et tous. Et on vous donne peut-être rendez-vous du coup jeudi à 18h30 voilà, pour parler développement des énergies renouvelables et bioclimatisme. On vous expliquera ce que c'est à travers le PLUH. Bonne soirée.